Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue, et aujourd'hui, on va parler de la relation thérapeutique avec la problématique du traumatisme complexe de l'attachement. Lorsqu'une personne se présente avec une problématique de traumatisme complexe de l'attachement, Euh, plusieurs types de souffrances peuvent classiquement être en jeu. Une forme de carence affective, une forme d'abandon, une forme de méfiance-abus. Et ces souffrances, ces menaces peuvent engendrer la nécessité de produire un éventail divers de symptômes que j'aimerais subdiviser en catégories pour vous aider à vous y retrouver. Parce que ces symptômes, lorsqu'ils se présentent assez inévitablement dans la relation thérapeutique, peuvent prendre énormément de place et même créer des obstacles importants, soit au niveau du respect de la fenêtre de tolérance limbique pour l'intervention, ou bien carrément créer des blocages entre le patient et son thérapeute. Alors, j'ai cru utile de faire le point avec vous sur la question aujourd'hui. La première subdivision que j'aimerais faire, c'est que d'un côté, on a des patients qui ont vécu des traumatismes lorsque leur désir naturel, hein, biologiquement impératif de s'attacher à leur figure d'attachement s'est retourné contre eux. Et ils ont appris, ces personnes-là, que de leurs expériences d'attachement, que rien de bon ne peut venir de l'attachement et qu'il faut soit carrément éviter l'attachement le plus possible ou bien s'en méfier à divers degrés, ou bien l'encadrer, le compartimenter à divers degrés. Donc, typiquement, ce ne sont pas des patients qui vont venir chercher une relation d'attachement ou une expérience d'attachement sécurisant avec le thérapeute. Ce sont des patients qui peuvent réagir assez fortement au fait d'avoir besoin de l'aide d'une autre personne parce qu'ils sont dépassés par leur situation. Alors ça peut entraîner divers degrés de comportement et de symptômes. Mais on va vraiment voir chez ces personnes-là que, il y a cette anticipation que je peux m'approcher, mais pas trop près, pas trop me laisser aller dans ce lien d'attachement avec le thérapeute. Et on a toute cette autre classe, et c'est sur celle-là que j'aimerais insister aujourd'hui, de personnes qui va, elle, chercher à se sécuriser à travers une expérience d'attachement presque idéale dans laquelle ils vont se sentir entendus, ils vont se sentir reçus, ils vont se sentir aimés. Il y a des patients qui vont ouvertement nommer que leur désir profond, c'est d'être aimé de leur thérapeute, c'est de faire ressentir des émotions positives à leur thérapeute. Il va y avoir divers comportements qui vont être associés à ça, envoyer des courriels, des messages textes entre les rencontres dans le but d'aller rechercher cette connexion émotionnelle-là avec le thérapeute. Et aussi les réactions attendues quand ils perdent cette connexion émotionnelle avec le thérapeute dans la relation thérapeutique parce que le thérapeute a eu un moment moins connecté, le thérapeute s'est concentré un moment, on sait qu'on le fait beaucoup en thérapie de la cohérence, on arrête, on pense, on remet nos idées en place. Euh, donc, il peut y avoir des bris de réalité partagée qui se produisent, il peut y avoir des échecs de connexion émotionnelle, il peut y avoir euh, toutes sortes d'imperfections dans la relation thérapeutique à laquelle on va s'attendre, mais qui euh, peuvent être très problématiques pour ces personnes. Et là, se créent ces deux catégories que j'ai mis en place dans ma tête et j'ai cru que c'était utile de vous le partager pour que vous aussi, vous puissiez distinguer ces deux catégories de personnes. Et évidemment, comme on le sait en psychologie, hein, les stratégies, une personne peut avoir été poussée à apprendre ces deux types de stratégies de solutions. Donc, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui va avoir amalgamé ou avoir accumulé ces deux stratégies-là. Mais des fois, bon, on peut bien les distinguer. Donc, chez ces patients qui recherchent cette expérience d'attachement très, très, très sécurisante avec le thérapeute, bien, on va avoir le classique dont probablement vous avez entendu parler, le Relentless Hope, c'est-à-dire l'espoir tenace décrit par Martha Stark.
de l'Université Harvard. Donc, je vais mettre le texte, si je peux trouver un lien en ligne, je vais mettre dans les commentaires. C'est un excellent texte pour ce qui est de la description des symptômes impliqués dans ce type d'évitement de cette pire souffrance, de faire le deuil de ne pas pouvoir avoir une expérience d'attachement qui compense ou qui remplace l'expérience d'attachement sécurisante dont ils ont été privés malheureusement dans leur vie et de vouloir la retrouver dans la relation thérapeutique pour réparer ce manque, ce vide à l'endroit où il y aurait dû y avoir eu une expérience d'attachement sécurisante. Alors ça, c'est vraiment un agenda affectif bien distinct et au niveau des symptômes dans la relation thérapeutique, ben, on va voir une personne en recherche d'attachement. On va voir une personne constamment aussi frustrée. Ça, Martha Stark le décrit très, très bien, ces deux états-là de ne pas avoir ou de le perdre, de l'avoir connu et de le reperdre. Donc, une détresse, une frustration qui est à ce niveau-là. Mais quand on regarde au niveau de la stratégie, quand on regarde au niveau du problème existentiel, ben, on a un scénario, on a une construction en fait là, très, très différente de l'autre catégorie. Et c'est vraiment la catégorie des personnes qui, lorsqu'elles vivent dans cette relation humaine imparfaite qu'est la relation thérapeutique, eh bien, inévitablement, on vit bris de réalité partagée, on vit des échecs de connexion émotionnelle, on vit des moments de déconnexion, on vit on peut vivre des malentendus, on peut vivre toutes sortes de rugosités, de moments comme ça. Et puis, ces moments, ces expériences sont en fait des stimuli qui vont aller réactiver le matériel épisodique, traumatique, qui est non métabolisé, non digéré en mémoire émotionnelle. Et donc, ces personnes, lorsqu'elles sont en réaction dans la relation thérapeutique, en fait, elles sont dans l'impression d'être retraumatisées, elles sont en feedback, en feelback, en flashback ou en feelback. Donc, et elles ne s'en rendent généralement pas bien compte. Et c'est important pour nous de bien saisir que ces personnes-là, dans leur stratégie, dans leur solution, ce qu'elles cherchent désespérément à faire en ayant une relation thérapeutique parfaitement sécurisante, ben, c'est d'être à l'abri des déclencheurs de réactivation post-traumatique de leur traumatisme de l'attachement ou d'autres traumatismes qu'ils ont malheureusement accumulés en cours de route. Alors, pensez vraiment le vétéran qui entend l'hélicoptère et qui a été traumatisé euh, avec des situations de guerre et qui est réactivé dans un feelback ou un flashback post-traumatique. Et c'est important de bien penser à ça parce qu'on voit tout de suite que euh, en fournissant ou en essayant de saturer le système nerveux de sécurité, oui, c'est sûr qu'on va diminuer beaucoup l'anxiété de cette personne-là dans la relation thérapeutique. Oui, ça peut l'amener à se laisser aller, à être un petit peu plus vulnérable, mais ultimement, ça ne va pas créer la transformation qu'on recherche et qui est d'aller vraiment faire la métabolisation de ce qui n'a pas été traité, de ce qui n'a pas été euh, transformé au niveau des traces de l'expérience subjective de trauma. Et comme vous le savez, dès qu'on repère l'activité épisodique traumatique, ben, c'est une menace interne que le système nerveux va toujours avoir sur le radar. Alors, c'est important de la prioriser et d'aller la traiter. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, le principe est assez simple. Ça demande un niveau d'habileté très, très élevé en thérapie pour bien arriver à faire cette intervention-là. Et moi, j'ai toujours en tête l'extraordinaire Pat Hogan qui arrête millimètre par millimètre dès qu'il y a une petite activation. Elle arrête, elle intervient. Donc, ça, pour ce qui est de détecter vraiment l'activation post-traumatique, elle est une championne pour ça. Si vous avez la chance de voir une démonstration par Pat Hogan, c'est excellent. Alors, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de nous dire quand elle se sent activée dans la relation thérapeutique, ben de nous partager qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait,
qui lui crée du malaise, qui lui crée de la souffrance. Et puis ensuite, ben, on a deux classes de questions clés qu'on peut poser. Il y en a une qui provient de l'IFS que j'aime beaucoup et qui est de demander à la personne, ben, tout simplement, quand vous regardez ce que vous êtes en train de vivre, quel pourcentage appartient à ce qui se passe maintenant et quel pourcentage appartient à votre passé. Donc ça, c'est une première façon de guider la curiosité vers ce contraste-là. Et puis sinon, ben, on peut aussi poser une question de type ben, est-ce que mon comportement, mon commentaire était aussi intense que lorsque votre figure d'attachement a agi de la sorte? Quel est le degré ou l'ampleur de mon comportement par rapport à celui de la figure d'attachement? Et si la personne est capable de reconnaître, donc on s'entend en termes d'intensité d'expérience, si elle est capable de reconnaître que votre version du comportement était en fait beaucoup plus douce que celle de la figure d'attachement problématique, et là, à ce moment-là, vous pouvez enchaîner en disant quelque chose comme, je me demande donc si ce que vous ressentez en ce moment, c'est pas surtout votre souvenir vivant de ce que vous ressentiez à l'époque lorsque votre figure d'attachement le faisait. Et de là, à ce moment-là, ben, on peut soit passer dans de la juxtaposition, soit passer dans du processing. Donc, la voie est ouverte à ce moment-là. C'est au cas par cas, comme on le sait en expérientiel, on se guide à mesure de ce qui se passe. Mais c'est des bonnes avenues pour sortir un petit peu du cercle vicieux de se retrouver avec des activations constamment. Et une autre chose que je voulais faire ressortir aussi, c'est cette mise en garde qu'on fait par rapport aux transformations au niveau de la solution. Donc, c'est hasardeux de créer un déclic pour la personne ou une expérience d'erreur de prédiction dans laquelle elle va réaliser que sa solution, c'est-à-dire rechercher un attachement parfaitement ou quasi parfaitement sécurisant, n'est pas possible dans la relation thérapeutique parce que priver la personne d'une solution alors que le problème existentiel, l'anticipation des réactivations post-traumatiques reste entier, ben, c'est alors créer une expérience dans laquelle la personne va se sentir complètement exposée, sans aucune défense, sans aucun moyen pour éviter ou minimiser les réactivations post-traumatiques. Alors, on risque d'empirer l'état de la personne si on agit trop ou trop vite à ce niveau-là. Donc, vraiment, ce qu'on va vouloir privilégier, c'est d'aller accéder au matériel épisodique au niveau du problème existentiel, moins au niveau de la solution, qui est imparfaite, mais on agit vraiment à ce niveau-là. C'est une progression plus euh, protectrice pour ces patients-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a aidé à vous repérer dans ces types de problématiques, ces classes de problématiques. Et sur ce, je vous souhaite une excellente pratique. À la prochaine.